Allô? Allô? Oui, bonjour, cher aîné. Bonjour. Happy July 4th. Ouais, Euh, ça va? oui, ça va très bien. Et vous-même? Oui, ça va un peu. Dieu merci. Vous m'entendez bien? Oui, on vous entend parfaitement. Ok. Oui, oui, Ça fait longtemps que je n'ai pas intervenu. oui. Effectivement. Oui. Je salue tout le monde éclaireur. Mhm. Je salue tous les camarades de la classe. Et je salue aussi les auditeurs partout dans le monde. Euh, je salue tous les cartésiens, tous les idéalistes de notre plateforme. Et je les remercie particulièrement pour leur effort sur le terrain. Ils vont à la source nous informer, nous apporter la vraie information. Et très souvent, nous, ça ne donne même pas l'envie d'intervenir puisque les informations qui proviennent de vous, ça nous suffit déjà. Et c'est les vraies informations. Et nos analyses, bon, souvent, ce n'est pas trop important. Mais l'information que nous gagnons déjà de vous, vraiment, c'est très important. J'ai un grand frère qui vous salue. Il ne parle pas trop le français. Il dit il veut intervenir, mais comme il parle le malinqué, Non, il peut. c'est un autre Dinéka. Il dit Non, non, non. peut-être qu'il va vous laisser Non, un vocal. il peut intervenir directement. C'est ce qui nous plaît même quand les gens sortent pour venir parler en langue. Oui, c'est un grand frère un grand frère de Dinéka. Ça nous fait vraiment plaisir. Oui, oui. Et que là, aujourd'hui, même moi, je vais parler pour Djiné. Mhm. Voilà. C'est curieux, si vous voyez Djimini qui s'intéresse au dîner, Mhm. sont compte tenu de mes relations particulières avec bon, certains ressortissants de là-bas, Mhm. non seulement que ma tante Marie là-bas, bon, bienfaitrice aussi vient de là-bas, et beaucoup d'amis aussi viennent de là-bas. Bon, vraiment, cette région, c'est aussi une région de Côte d'Ivoire bien large. Vraiment, s'il y a des trucs que je ne peux pas me taire, il faut que je parle. Et souvent, en tant que cartésien, idéaliste, on peut suggérer aussi nos idées. Voilà. Bon, ceux qui nous entendent, bon, on peut s'en servir. Bon, on fait quelque chose. Oui, oui. Bon, aujourd'hui aussi, je vais essayer de parler de Mali. Bon. Et puis, je salue Madame Blanc pour l'éditorial où elle a épinglé, pardon, notre Kamiseba. Kamiseba, Kamiseba s'est bien moqué des Maliens et il a pris le temps pour apprécier la Côte d'Ivoire. Je le remercie pour ça. Bon, il appartient aux Maliens maintenant de réfléchir que quand quelqu'un se moque de toi, il aurait pu dire ça, il vient du Bénin. Pourquoi ne pas s'arrêter au Bénin dire ça? C'est au Mali, il vient dire ça. Ce qu'il a vu que péché dans vos visages. Éclaireur, comment dirais-je, pour la région de Guinée, je demande à mes parents au Guinéka, surtout au niveau des cadres, au Guinée a besoin de leadership. Vous voyez, les relations traditionnelles, actuellement, c'est dépassé. Il y a beaucoup de Guinéens qui ne sont pas nés au Guinée. Beaucoup de Guinéens sont nés en basse-côte. Et les cadres aujourd'hui, pour que ce département, un département particulier, un département économiquement très bien fort, pour que ce département se développe normalement, voir l'économie même bouger, vraiment, on a besoin d'un leadership. Et que les cadres ont besoin de changer d'élan. Les cadres de Guinée ont besoin de changer d'élan. Les riches de Guinée ont besoin de changer d'élan. Les bras actifs de Guinée ont besoin de changer d'élan. Et comme je le disais, les relations traditionnelles, les mouvements traditionnels, ce qu'on faisait avant, aujourd'hui, ça ne marche pas. On a besoin d'un cadre, ou bien des cadres fédérateurs au niveau du Guinée. On a besoin des cadres fédérateurs au niveau du Guinée. Fédérateur, ça veut dire quoi? Compte tenu de la particularité de cette région, une bonne partie des ressortissants de cette région sont nés ailleurs. Alors, les cadres, on a besoin d'un cadre qui doit fédérer tous les ressortissants de ceux qui sont nés ailleurs. Ici, Daloa, Gagnoa, Korbu, Dabakala, à la recherche de Odineka, en créant des comités de développement de la région de Guinée.
Et ça va être un tuyau pour que l'économie atteigne au Guinée en tant que tel. Et les Oudjineka vont se retrouver en ce cadre fédérateur-là, un sauveur de la région. Et autour de lui, vraiment, il aura vraiment les Oudjineka réellement regroupés. Partant de là, je crois que l'entente va venir dans ça. Il faut que le cadre ait le courage de se déplacer. Le cadre fédérateur, il va voir les Oudjineka ressortissant à main. Pourquoi pas à Bengourou? Le même cadre peut se retrouver quelque part à Daloa. Ce qu'il a dit à main, il dit ça à Daloa. Le même gars. Mais, éclaireur, vous êtes ivoirien. Et je pense qu'autour, moi je n'ai pas vu un cadre Oudjineka fait avoir une telle attitude. Et c'est le défaut qui est là. Parce qu'il faut savoir prendre tes hommes. Il faut savoir prendre tes hommes. Ce qui est là comme solution, c'est ce que le cadre doit faire. On a besoin d'un cadre fédérateur. Un cadre qui sait parler au Djineka. Un cadre qui sait parler au Djineka. Un cadre qui va réellement approcher. Pas un cadre où on n'a qu'à se retrouver au Djineka. Non, c'est pas ça. On ne donne pas rendez-vous à Odine d'abord. On va parler de dîner. Mais là où vous êtes, je vais vous rejoindre. C'est de ces cadres-là que j'ai besoin. Et de là, on se donne rendez-vous, on va se retrouver à Odine. Là maintenant, je vous rappelle ce que je vous ai dit à Daloa, ce que je vous ai dit à moi. Vous êtes avertis. Si vous êtes là, oui, vous êtes là pour la réalité que j'ai déjà annoncée. Dans ce sens-là, le cadre Odineka va se retrouver et saura parler à ce moment où il va voir le réel visage de la population. Sinon, tout le reste, ils vont. Celui qui quitte Abidjan va à Odjede, il aura double gauche. La même personne qui va parler à A va parler à B. Et les versions vont changer. Et finalement, on ne va pas s'entendre. Il va y avoir des litiges. Et cela, on assiste actuellement jusqu'à présent. Même en plein RHDP. Au Guinée, 98% RHDP. Et encore, il y a des litiges. On se terre, il y a des ficelles encore, il faut se tirer. Hein? Ce n'est pas une honte, ça. Cela veut dire que ça démontre en clair qu'il y a une mésentente. Et ça peut toucher même le parti. Hein? Mes parents ont dit le cas. Vraiment, suivez la démarche à Diagnosé. Je ne suis pas de votre région, mais je parle en tant que compatriote. Je crois que c'est très important. Une très belle idée. J'ai vécu avec vous. Je connais vos idées. Je connais Odjika. Je suis guinéen, mais j'ai plus passé beaucoup de temps avec les Odjineka. Ils m'ont aidé. Et cette région, je ne peux pas laisser cette région de cette façon. Il faut que je parle. Hein? Il y a beaucoup d'Ivoiriens qui ne savent pas que le cacao est produit au Guinée. Hein? Il faut valoriser cela. Odjineka n'est pas malheureux. Il se trouve dans vos régions, mais cela ne veut pas dire qu'Odjineka n'a pas de terre. Leur région est plus large que même pour nous. Hein? Le sud de l'Odjineka aujourd'hui, là, les Baoulés sont pleins d'états. Il y a des milliers de Baoulés qui ont des plantations là-bas. Hein, dans la région des Bako. Hein? Ils sont en train de produire le cacao. L'Ivoirien lambda aujourd'hui au niveau d'Abidjan, le profond d'Abidjan ne sait pas cela. Quand il dit que tu viens de Guinée, il te voit comme un Guinéen. J'ai dit à mes parents au Guinée, il y a un moment, il faut savoir s'affirmer. Il faut t'aimer. Il faut t'aimer. Parce que quand tu t'aimes pas, l'homme en face là, il s'agit du pays. Il n'y aura pas de considération pour toi. Même si ton village c'est 3 cases, arrange-toi pour que la 4e case soit pour toi. Il est temps qu'on parte chez nous faire quelque chose. Mes parents au Guinée-Ka, combien de richards au Guinée-Ka qu'on n'a pas enterrés en basse-côte? Combien de richards n'ont pas arrêté en basse-côte là-bas? Hein? Et la région reste comme ça. Et je vous demande encore, quand il y a un projet qui arrive, mes cadres, mes chers parents, mes chers parents au Guinée-Ka, ne donnez pas de projet à un de Guinée-Ka. Ne donnez pas ça à un de Guinée-Ka. Parce que voulant donner à Guinée-Ka, vous allez donner le projet à un tâcheron. Et le travail sera mal fait. Et vous allez voir que malgré les projets donnés, l'argent déposé,
Quand on va en réalité, c'est comme rien n'est fait. Et ça ne donne pas bonne image au dîner. Ça ne donne pas bonne image au président. La région de sa mère natale. Vous devez l'aider à vous aider. Vous devez l'aider à Alassane, le président Alassane, à développer au dîner. Éclairage, je vais parler un peu du Mali. Allô? Nous sommes là et nous vous écoutons. Oui, je vais parler un peu du Mali. Le Mali, comment dirais-je, il y a eu vote de la municipale, vote à l'ONU sur la municipale. Bon, ce vote a été à 100% oui. 100% oui. Franchement dit, ce oui, c'est un oui savant. C'est un oui qui n'est pas heureux. C'est un oui qui n'est pas heureux. Et c'est un oui qui ne donne pas, comment dire, qui rend l'horizon du Mali très sombre. Et c'est un oui qui offre un champ de bataille aux Maliens et au monde entier. Et c'est un oui qui n'arrange pas le Mali. Le profane à Bamako, je l'ai vu ce jour en train de sonner, en train de sauter. Il dit, hey, le Mali, vous avez plusieurs problèmes. D'abord, Assimi Goïta est le premier problème du Mali. Il n'est pas prêt pour partir. Vous avez le problème de Kida. Vous avez le problème des djihadistes. Et il y a d'autres problèmes encore. Donc, le oui qui est annoncé, c'est pas un oui, c'est la communauté internationale que vous avez chassé. Et ils ont répondu ensemble oui. Mais attendez-vous à quelque chose. La municipale, ce n'est pas une force de violence. C'est une force humanitaire. L'ONU, la population du Mali appartient à l'ONU. La population du Mali appartient à l'ONU. Donc, ce n'est pas comme leur oui, ils vont abandonner la population du Mali à Assimi Goïta et ils vont faire n'importe quoi. C'est une guerre ouverte. C'est une guerre ouverte, je vous ai dit, mes chers Maliens. La situation n'est pas aussi ça. En tant que Malien, ce qui va vous arranger, c'est vous parler entre vous, Maliens, du nord au sud, en passant par le centre. Mais si vous voulez retentir les armes, Assimi va prendre les armes pour dire qu'il va tuer un Malien là-bas, ça va tourner autrement. Le Mali sera autre chose, je vous en prie. Ce que vous voyez à l'ONU, ils n'ont pas de pitié. Hein? Ils cherchent leurs intérêts. Au nom de la protection d'une population, ils vont prendre une partie du Mali. Hein? Ça, je vous dis. Et je vous dis, vous êtes entouré par plusieurs pays. Le Maghreb est là, au nord du Mali. Hein? Vous n'allez pas prendre des avions pour aller déposer des bombes sur Kidal. Les autres frontières, là, ils vont rester là-bas en train de vous regarder. Et vous parlez entre vous, Maliens, ça va vous beaucoup arranger. Mais vous avez une culture à ne pas respecter ce qu'on appelle le responsable, le sage. Les Maliens n'ont pas cette culture-là. Ils ont tout le temps à saboter leur chef, que ce soit chef religieux, chef traditionnel, chef d'État. Ils n'ont aucun respect. Et je demande à notre président de ne pas mettre sa bouche dans cette histoire du Mali. Laissez-les. Laissez-les avec leurs problèmes. On ne veut pas que du n'importe quoi, ils viennent parler du n'importe quoi à notre président ici. Des gens qui ne se prochent pas, ils vont parler mal à notre président. Qu'ils restent avec leurs problèmes là-bas. Et que j'ai pris assez de temps, comme on n'a pas assez de temps, je vais laisser la place à d'autres personnes pour deviner notre jour. Ok. Merci. Vraiment, merci beaucoup, cher aîné. Merci surtout d'avoir évoqué le cas de Diéné pour une fois, pour que ses fils et ses filles puissent prendre conscience et s'abonner vraiment au bon sens et au développement. C'est tout ce que j'allais dire concernant ce sujet. En ce qui concerne le Mali, il est important qu'on explique simplement les faits pour que même ceux qui ne comprennent pas comprennent. Quand il y a guerre dans un pays là, comme c'est le cas, ça a été le cas en Côte d'Ivoire,
qu'est-ce qu'on cherche d'abord à vérifier? On cherche d'abord à vérifier, est-ce que ceux qui sont en train de faire la guerre là, est-ce que ce sont les enfants d'un même pays ou bien est-ce que c'est un autre groupe extérieur au pays qui a attaqué le pays? S'il se trouve que c'est un groupe extérieur qui est venu attaquer le pays, en ce moment, le droit international va lutter globalement contre la force ennemie. Parce qu'il fut un temps où il y avait des guerres d'attaque des pays, des guerres extérieures qui s'imposaient à des pays. Ce moment-là est passé. Mais quand on vérifie que ce sont les mêmes enfants d'un pays, le droit international intervient à la demande de ce pays-là, comme ce fut le cas au Mali et en Côte d'Ivoire. Le droit international intervient. On voit des résolutions à l'ONU, Organisation des Nations Unies. Et maintenant, cette résolution-là, elle ne vient pas en tant qu'une force d'imposition de la paix. Elle ne vient pas en tant qu'une force guerrière pour se mettre d'un côté. Elle vient en tant qu'une force de maintien de la paix. ONUCI, MINUSMA, quand vous prenez leurs différents noms, elles sont toutes des forces de maintien de la paix. Et donc les deux parties qui sont en conflit là, les forces de l'ONU vont venir se mettre entre vous. On appelle ça la zone tampon. Et on va vous demander maintenant de discuter. Vous qui étiez en train de faire palabre là, on va vous demander de discuter et puis de trouver un accord. Comment se fait-il que Assimi, parce qu'il a été incapable d'aller chasser les djihadistes, il a été incapable de respecter sa propre parole, il a été incapable, lui il a fait chasser Ibrahim Boubacar Keïta et autres, aujourd'hui incapable de dire et d'appliquer ce qu'il devrait faire, aujourd'hui il veut que l'ONU fasse ça à sa place. Ah non, l'ONU ne combat pas à nos places. L'ONU n'a jamais combattu dans un pays. L'ONU n'a jamais combattu dans un pays. Exemple, Côte d'Ivoire. Quand Laurent Gbagbo a joué les Zouaves là, la force d'interposition qui était là, malgré qu'il y avait des Français là-dedans là, ils ont pris une résolution pour demander à la France de bombarder. Ils n'ont pas demandé à l'ONU de bombarder. C'est là que vous voyez la subtilité. Parce que Laurent Gbagbo s'était inscrit contre le droit international global. Et l'ONU a des juristes, a des gens bien intelligents. Avant de poser un acte, là, ils réfléchissent, ils calculent toutes les implications. Vous ne verrez jamais l'ONU supporter les forces de Bamako contre les djihadistes. Parce que ce sont des Maliens d'abord. Vous ne verrez jamais l'ONU prendre parti pour dire, bon, et s'il s'avérait que les djihadistes avaient... Et c'est là que vous allez comprendre. Cette force-là ne vient pas pour soutenir la vérité. Ça, il faut qu'on vous dise la vérité. Elle vient pour simplement mettre un barrage entre les deux factions pour que vous trouviez une solution. Si cette force-là venait au nom de la vérité, tout le monde connaît la vérité partout dans le monde. Si cette force-là venait au nom de la vérité, là, aujourd'hui au Mali, là, ni Assimi, ni les djihadistes n'ont raison. La force-là va choisir qui? Les djihadistes, là, ce qu'ils font là, c'est pas bien. Assimi aussi est venu avec coup d'État. Coup d'État, on ne peut pas soutenir quelqu'un qui fait coup d'État. Donc, on va venir ici. Où est la vérité ici? Par contre, dans certains pays, on voit la vérité. C'est clair, c'est évident d'un certain côté. Mais même là, l'ONU ne peut pas se mettre du côté de la vérité. Parce que ce n'est pas cette vérité-là qui va sauver le pays. Ce n'est pas cette vérité-là qui va faire arrêter la guerre. Il faudrait que les différentes personnes opposées, les différents clans, les clans antagonistes puissent arriver à une solution. Voilà le rôle des forces d'interposition de l'ONU. Mais en plus de ce facteur, qu'est-ce qu'Assimi souhaite aujourd'hui? Que le Mali devienne un état de non-droit, eux puissent faire les exactions, pensant que cela va le sauver. C'est faux. Ça ne fera que compliquer davantage le destin des Maliens. Ça ne fera que rendre le Mali plus pitoyable. Et malheureusement, les Maliens applaudissent aujourd'hui. Mais je vous dis, combien de fois vous avez applaudi
et après vous avez pleuré. Aujourd'hui, tous ceux comme les Kémy Séba, qui avaient pour modèle un temps la Libye, comment Kadhafi a fini et quelle a été la fin de la Libye. Après, ils sont venus en Centrafrique. Quel est l'état de la Centrafrique aujourd'hui? Quand ils ont fini là-bas, ils sont venus au Mali. Assister à la fin du Mali, c'est la fin qui fera pitié. Et nous, on vous dit bon voyage. C'est ce que j'allais dire, cher René. Merci, Clara. Vous passez une bonne journée. Je vous en prie. Et vous passez aussi une excellente fête de July 4th. Merci. Je vous en prie. Vous aussi. Hein. Merci beaucoup. Et donc, mesdames et messieurs, avant de donner la parole à la personne suivante, il y a le grand maître Yann qui avait posé une série de questions, notamment 2 questions. Il demandait, la fin justifie-t-elle les moyens en politique? Eh oui, parler de politique, ici, je la prends comme l'exercice du pouvoir. Et donc, je ne parle pas de celui qui fait de la politique politicienne, mais je parle de celui qui est confronté à la gestion du pouvoir. Et oui, dans un certain sens, la fin justifie les moyens en politique. Parce que si tu n'utilises pas ces moyens-là, ça sera toi-même ta fin. Et c'est ce que Machiavel nous a dit au chapitre 15. En tant qu'un être humain, on a le choix entre les anti-valeurs et les valeurs d'humanité. Chaque être humain peut exercer les mauvaises valeurs, comme il peut aussi avoir des qualités. Mais dans un environnement où tes qualités vont être ton pire ennemi, mieux vaut s'abstenir de les utiliser. Tu ne deviens pas un homme anti-moral, tu ne deviens pas immoral, tu ne deviens pas amoral. Loin de là. Mais c'est la nécessité qui te l'impose. Exemple, je prends un exemple. On a vu dans certains pays, par exemple à travers les... Parce que quand on parle de la politique, on parle de la gestion du pays. Quand par exemple il y a un certain pays dont je ne citerai le nom, qui a fait faire la guerre d'Iran-Irak, et celui qu'on avait supporté, mais à un moment, il fallait qu'on le fasse taire. On l'a pendu comme un légume. Il y a ce qu'on appelle la nécessité d'État. Il y a des gens qu'il faut faire disparaître. Mais on fait un choix. Quand Khashoggi s'est fait découper en lamelles, ça protégeait beaucoup des intérêts de l'Arabie Saoudite. Pourtant, les musulmans n'ont pas cessé d'aller faire le Hajj. Il y a des questions hautement stratégiques qui amènent à des choix difficiles. Et soit vous sauvez l'État pour que ça puisse continuer, ou c'est la fin de l'État. Et c'est là que l'efficacité du dirigeant intervient. Pas parce que c'est la morale qui doit prédominer. Quiconque vous dit que c'est la morale qui doit prédominer en politique est un niais. Non, c'est la nécessité et les capacités de pouvoir s'en sortir qui prédominent. Donc, effectivement, la fin justifie les moyens. Mais il faut savoir les faire, il faut savoir les calibrer et il faut savoir où et quand et comment le faire. C'est vraiment très important. Il a aussi dit, le naturel est-il une priorité en politique? Non. Je vous prends un exemple. Prenez quelqu'un qui est doté de fortes valeurs. Et c'est pourquoi même, on verra des états ecclésiastiques comme le grand maître Nicolas Machiavel nous l'enseigne. On verra aussi l'état qui est dirigé par d'autres, dans les différentes formes de manière de diriger l'état. Il y a l'état ecclésiastique. Mais si je prends un état ecclésiastique comme le Vatican par exemple, allez regarder là-bas si le naturel est une priorité. Non. À la fin de la journée, l'homme, certes, il est un être naturel, mais le naturel ne peut pas être une priorité. C'est-à-dire quoi? C'est un exemple que je prends. Si quelqu'un est bon fondamentalement, qu'on le met au pouvoir à cause de sa bonté, il ne pourra pas changer, son naturel sera en lui. Mais est-ce que cela sera suffisant pour répondre aux questions de nécessité de l'État, de l'intérêt collectif? Non. On dira qu'il est très bon, il est même un jésuite, il est même un imam, il incarne toutes les bonnes qualités, mais il ne répond pas à nos besoins. Et donc la personne serait vue comme un mauvais dirigeant.
Alors que quelqu'un peut avoir beaucoup de défauts, mais si la personne arrive à répondre aux questions existentielles de sa nation, arrive à répondre aux besoins de son peuple, malgré que cette personne-là est mauvaise, vous verrez le peuple dire qu'il est bon. C'est une grande contradiction, mais c'est comme ça que la nature humaine fonctionne. Il est difficile d'aller lutter contre ses propres intérêts. Je ne sais pas si peut-être j'ai répondu à votre question. Si vous êtes peut-être en direct, si vous n'êtes pas satisfait, je peux peut-être approfondir davantage en fonction peut-être des questions que vous poserez. Donc, pour revenir un peu sur la question de Yann, moi-même je reste un peu sur ma faim. Yann, j'allais par exemple prendre un autre exemple. Voyez-vous par exemple dans beaucoup de constitutions, pour aller faire la guerre, on demande au président de signer. On peut aller faire la guerre sans le président, mais on lui demande de signer. L'engagement politique demande aussi la capacité de prendre des décisions fortes. Or, ne pas tuer, c'est la règle du droit naturel. Tu ne tueras point. Mais, en certaines circonstances, il faut tuer. Ce qui est même un crime, un sacrilège. Mais quand ça s'impose, soit par nécessité, ou même soit par impératif, les États entrent en guerre et les dirigeants sont obligés d'assumer la responsabilité de signer que des milliers de vies vont être perdues, mais il faut les assumer.